Je tiens à remercier la SPO pour son invitation et le laboratoire de l'UMED pour organiser cet événement. Voilà. Vous savez que l'association chirurgie réfractive cornéenne et surface oculaire, maintenant, c'est en vogue et on en parle de plus en plus maintenant parce que c'est la complication actuellement la plus importante quand on fait une chirurgie réfractive cornéenne. J'avance par celle du milieu ou celle du haut? Donc, je vous disais qu'on en parle de plus en plus et que maintenant, quand on fait une recherche sur le net, comme on fait actuellement en Tunisie, vous savez que la Tunisie est un pionnier en matière de chirurgie réfractive cornéenne. La PRK depuis 98 dans le monde, 88 pardon, et 93 en Tunisie, le LASIK en 96 et le SMILE actuellement, on vient de dire, depuis bientôt une année. Mais remarquez que les nouveautés dans ces trois procédures, c'est le fait que la procédure est moins longue, elle est plus courte, il y a un raccourcissement du temps d'exposition de l'œil lors de la procédure. C'est très important pour les suites. Alors les attentes sont de plus en plus exigeantes, exigées par les patients, avec d'excellents résultats bien sûr, mais il faut dire que les patients espèrent ne plus porter de lunettes, avoir une chirurgie sans complications, avec une bonne qualité de vie post-opératoire. La tendance est laser plus rapide, je disais plus précis, mais en réalité il y a des incidents. Il y a une réduction du port de lunettes et non une dépendance totale, une reprise dans 3 à 6% des cas et non pas zéro. Il y a des incidents comme les halos, les glucinements, des complications graves mais rares comme les ctasies, les infections, les animations, les pleurs. Mais le plus grand risque, c'est le déclenchement ou l'aggravation d'une sécheresse oculaire. La sécheresse oculaire est un diagnostic d'angle global et non une entité spécifique. Ça inclut la carence ou non, le dysfonctionnement des glandes, plus on en parlait depuis ce matin. Je vous fais grâce de TF Hospitals avec sa méthode de diagnostic. Alors pourquoi ces patients font des sécheresses oculaires? Tout d'abord à cause du patient lui-même parce qu'il est le plus souvent intolérant à leur quantité de contact. Et puis, il ne sait pas qu'il développe ou qu'il a une petite note de sécheresse oculaire et il s'en aperçoit que lors de la visite anti-opératoire en chirurgie réfractive. Et puis, comme on découpe une cornée, on va sectionner des nerfs cornéens. Vous savez que ces nerfs cornéens pénètrent dans la cornée par les méridiens de 3h et 9h. Ils se déversent vers les méridiens de 6h et midi avant de remonter en surface vers les cellules ailées de l'épithélium en traversant la membrane de Bowman. Et la découpe de ces nerfs cornéens va altérer le fonctionnement des glandes lumineuses, altérer la boucle neuronale surface oculaire, glande lacrymale et perturber les facteurs neurotrophiques issus des nerfs cornéens. Voici une image de microscopie confocal en vivo qui montre bien que au centre il y a une rareté des nerfs cornéens post-classiques, même une année après l'acte opératoire. Il y a d'autres causes éthiopathogéniques comme la réponse inflammatoire post-opératoire, les médiateurs lacrymo-opératoires, l'intraleukine 6, le MP9, les neuropeptides, les neuromédiateurs, le NGF. Et il y a une atteinte celluliciforme de la conjonctive, c'est une agression mécanique lors de la pose du ventousage ou du docking qui va intéresser ces cellules qui déversent la mucine et qui stabilisent le film lacrymal. Et en plus, une modification de la globule cornéenne en configuration de myopie ou surtout d'hyperopie avec une découpe surtout périphérique sur 360 degrés parfois. Il y a un impact sur le fonctionnement de l'endoménus et on incrimine aussi l'instillation fréquente des colliers contenant des conservateurs. L'incidence de la sécheresse post-opératoire, elle est de règle, elle est fréquente. C'est la complication la plus fréquente en matière de classique. Les symptômes sont forts au 7e jour, ils se stabilisent, je vous rassure, en 6 à 12 mois, mais quand même, ça met du temps. Pour le SMILE, l'incidence est plus faible de 20% par exemple. Pareil, avec un rétablissement plus rapide. Pour la PRK, je n'ai trouvé qu'un seul papier qui parle de 37% d'induction de sécheresse oculaire. Et vous savez bien que la sécheresse oculaire est pourvoyeuse de pays post-opératoire. Les facteurs de risque préopératoires, donc c'est la sécheresse oculaire connue qui s'aggrave dans 20% des cas, l'altération de la fonction lacrymale, les fortes amétropies, bien sûr, avec
avec un volume de dépôt plus important, les faibles amétropies, mais c'est dû au fait aux attentes exigeantes des patients, puis l'âge, la femme, l'asiatique et le porteur de lentilles de contact. Et si vous avez en face une femme jeune, asiatique et porteuse de contact, vous êtes dans de vos bras, en sens propre du mot. Les autres facteurs de risque, donc péropératoires, les premières anesthésiens, dites à vos assistantes et assistants de ne pas mettre plus qu'une goutte. Une goutte d'anesthésion va diminuer les sécrétions lacrymales de 70%. Ils sont déjà excités à en mettre beaucoup. La technique aussi, le LASIK, le SMILE PRK, LASIK, le pourvoyeur, surtout par la découpe, le lenticule qui est plus périphérique en matière de LASIK, plus profond en matière de SMILE, donc ça découpe moins en théorie. Le profil d'impression, je disais, donc large, hyperopie, et puis le capot, sa position. Pour le SMILE, par exemple, ici, la découpe, elle est sur 50 degrés environ. Pour le LASIK, elle est sur 320 degrés. Donc, on imagine bien que la découpe va altérer davantage en matière de LASIK les nerfs cornéens et la sensibilité cornéenne. Et puis, il y a la position du capot, une étude en 2003 qui montre bien que quand on fait un capot à charnière nasale, on ne coupe pas le gros tronc qui rentre la cornée sur le méridien nasal et on préserve en théorie la cornée d'une sécheresse aggravée. Alors, comment se présente le patient en post-opératoire? Il a des symptômes, c'est des symptômes subjectifs, c'est des symptômes de sécheresse oculaire. Il y a des douleurs, bien sûr, c'est une sensation subjective qui peut aller jusqu'à l'hyperalgésie, voire la lodémie même. Les douleurs oculaires neuropathiques sont tributaires du petit jumeau. Elle est immédiate dans 50% des cas, et si elle est tardive, il faut rechercher une composante psychologique ou psychiatrique. Il y a aussi des picotements, il y a la photophobie, des rougeurs, la fatigue visuelle, les fluctuations pour les patients qui sont devant leur écran, et puis sachez qu'il y a une amélioration en 3 à 12 mois. Alors je me pose la question des places des questionnaires. Pour moi, mes patients, quand je leur donne un questionnaire, ils vont tous cacher les cases rouges, donc ils vont toujours fausser les résultats. Les signes d'examen, l'altération, vous savez tous, on en parlait tout à l'heure, je vous fais grâce tout ça, réduction de la fonction lacrymale, coloration, et je vais parler du Lyme, des myélopathies neuropathiques induites par réserve, qui se présentent sous forme d'érosion épithéliale avec des sécrétions lacrymales normales. Elles durent quelques jours à quelques semaines, c'est dû à une diminution des NGF et de la sécrétion lacrymale associée à une diminution de la fréquence des clignements, et demander aux patients post-opératoires de bien cligner lorsqu'ils sont devant l'écran surtout. J'ai résumé ici toutes ces manifestations pour y voir plus clair. Voici les grandes couleurs et noter que le LASIK est pourvoyeur le plus grand pourvoyeur de ces signes post-opératoires de sécheresse oculaire. Les moyens thérapeutiques, je passe très vite pour noter juste 3 choses. Tout d'abord, la cyclosporine, l'acide hyaluronique et l'oméga 3 en post-opératoire. Pour les cloméatiques, je n'en pose pas et ils sont contre-indiqués quand il y a un dosage élevé de MP9. Non, la ici en Tunisie. Il faut toujours questionner bien sûr son patient sur l'existence des antécédents, bien examiner l'œil en préopératoire, rechercher une blépharite de mémorie de un syndrome sec, bien graduer la blépharite pour un examen ultérieur, de même pour le dysfonction des glandes de mémomus. Et sachez que la pose seule du blépharostat lors de la chirurgie va presser les glandes de mémomus, en faire sortir les sécrétions au niveau de la conjonctive périphérique, vous les ramener lors de la succion au niveau de l'ulin et vous les inoculer sous le capot lorsque vous manipulez celui-ci. La cornée, bien sûr, je passe, ça a été dit ce matin, la cornée aussi avec fluo, et puis les examens complémentaires, vous les savez tous, le NPUT, le film, la couche lipidique, et je passe. Il y a un algorithme. Alors, le comité clinique ASRS cornéen a présenté en 2019 un algorithme avec un questionnaire préopératoire. Je vous le donne, ce questionnaire, il est facile, il est bien, il est utilisé quand même par peu d'ophtalmologistes, on parle de 10% seulement, il est clair, je ne l'utilise pas, je questionne moi-même les patients, voici le questionnaire, et puis il y a un algorithme de conduite préopératoire et post-opératoire, et c'est un algorithme, je trouve, très complet.
Il divise, il sépare les formes de sécheresse oculaire au signe, avec signe présent, sans signe d'examen, et les sécheresses oculaires avec quelques signes d'examen, mais sans symptômes. Donc il parle de sécheresse oculaire visuelle, non visuelle, et l'idée c'est de ramener cette forme patente en une forme latente afin de pouvoir opérer les patients. Le traitement dure 1 mois avant de reprendre les patients pour un deuxième algorithme. Voici la forme neuropathique pour quand il n'y a pas de signes. Et là, la forme neurotrophique où il n'y a pas de douleur, mais il y a des signes d'examen réels. Donc je disais, on passe d'une forme à l'autre. Si vous voulez le télécharger, voici son code QR. Mais il est flou. Hein. Donc, moi, ce que je propose, c'est un algorithme simplifié. Et je termine par ça. Je fais mon examen. Si l'examen est normal, donc je fais ma procédure de bilan de chirurgie réfractive. S'il y a des doutes ou des symptômes de sécheresse oculaire, je fais la panoplie d'examen complémentaire. Si cette panoplie d'examen montre une sécheresse oculaire, donc je procède au traitement 1 mois durant, je reprends le patient pour un examen après 1 mois. S'il s'améliore, c'est bon, chirurgie. S'il ne s'améliore pas, je reprends le traitement pour 1 mois, un autre mois. Sinon, je vais récuser la chirurgie. Bien sûr, quand vous faites votre bilan, vous trouvez que c'est normal, vous faites votre chirurgie. C'est simple, c'est clair, donc c'est facile à suivre. En ordre, je conclue. On take no message. Il faut informer tout candidat à la chirurgie réfractive. Et tout candidat est susceptible de porter une sécheresse oculaire. Il faut détecter, stabiliser, raccourcir l'acte et bien traiter le post-opératoire. C'est 4 piliers de la prise en charge de la sécheresse oculaire autour de la chirurgie réfractive. Et puis, une hygiène visuelle persistante après chirurgie réfractive est une sécheresse oculaire jusqu'à preuve du contraire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bassel, pour cette excellente